Pourquoi American Institute of Africa, AIA? Partout dans le monde, même en France, l'école véritable est en voie de disparition. Or, il est clair que le meilleur moyen de détruire une nation est de lui enlever son éducation. Sachant que le changement véritable de l'Afrique ne viendra que de par la génération montante, American Institute of Africa a pour mission de rétablir la plénitude de l'école pour hâter ce changement. American Institute of Africa cherche à créer une nouvelle génération de penseurs africains capables de discuter d'égal à égal avec n'importe quel étudiant ayant le même diplôme des plus grandes universités dans le monde. Nous avons, à présent, le moyen de relever ce défi. Notre grand étonnement est, pourquoi les hommes et les nations n'utilisent pas la meilleure technologie disponible? Est-ce de l'ignorance? Je mets à défi tout le genre humain de prouver le contraire de cette grande problématique. Tout vivra partout où parviendra le torrent. Professeur, d'accord. Nous allons commencer aujourd'hui par une synthèse de notre discussion sur l'analyse des séries temporelles univariées. Nous allons commencer aujourd'hui par une synthèse de notre discussion sur l'analyse des séries temporelles univariées. La dernière fois, nous avons examiné le théorème de la représentation du monde, qui s'applique au processus stationnaire covariance, un théorème très puissant. Et les implémentations du processeur stationnaire covariant avec les modèles ARMA. Et nous avons discuté de l'estimation de ces modèles avec le maximum de vraisemblance. Dans cette diapositive, je voulais simplement souligner que lorsque nous estimons des modèles avec le maximum de vraisemblance, nous devons supposer une distribution de probabilité pour ce qui est aléatoire, et dans la structure ARMA, nous considérons le cas simple où les innovations, les états T, sont des bruits blancs normalement distribués. Il s'agit donc de variables aléatoires normales indépendantes et identiquement distribuées. Et la fonction de vraisemblance peut être maximisée au niveau des paramètres du maximum de vraisemblance. Il est simple de mettre en œuvre le maximum de vraisemblance à information limitée, qui conditionne les premières observations de la série temporelle. Si l'on examine la structure de vraisemblance des modèles ARMA, la densité d'un résultat à un moment donné dépend des retards de la variable dépendante. Si ces valeurs ne sont pas disponibles, cela peut poser un problème. On peut mettre en œuvre le maximum de vraisemblance à information limitée, où l'on conditionne simplement ces valeurs initiales, ou il existe des méthodes de maximum de 2. Vraisemblance à information complète que l'on peut également appliquer. En général, c'est le cas de l'information limitée qui est appliquée. La question qui se pose alors est celle de la sélection du modèle. En ce qui concerne la sélection du modèle, les problèmes qui se posent pour les séries temporelles sont les mêmes que ceux qui se posent pour l'ajustement de n'importe quel type de modèle statistique. En règle générale, il existe plusieurs candidats pour le modèle que l'on souhaite adapter aux données. Et le problème 3. Est de savoir comment juger lesquels sont meilleurs que d'autres. Pourquoi préférer l'une à l'autre? Et si nous considérons une collection de modèles ARMA différents, nous pourrions dire, ajuster tous les modèles ARMA d'ordre PQ avec P et Q variant sur une certaine plage. P de 0 à P max, Q de Q à Q max. Et évaluer ces PQ modèles différents. Et si l'on considère que sigma tilde carré de PQ est le MLI de la variance d'erreur, il y a ensuite ces critères de sélection de modèles qui sont très populaires. Le critère d'information d'Akek, le critère d'information de Bayes et le critère d'information de Hanahan-Quinn. Ces critères ont tout le même terme, le logarithme du MLI de la variance d'erreur. Ces critères ne varient donc pas du tout en fonction de ce terme. Ils ne varient qu'en fonction de ce second terme, mais concentrons-nous d'abord sur le critère AIC.
Un modèle donné sera meilleur si le logarithme du MLI de la variance d'erreur est plus petit. Est-ce une bonne chose? En d'autres termes, quelle est l'interprétation pratique de ce résultat lorsque vous adaptez différents modèles? Eh bien, l'interprétation pratique est que la variabilité du modèle en ce qui concerne la prédiction des choses, notre estimation de la variance de l'erreur est plus petite. Nous avons donc essentiellement un modèle avec une variance d'erreur plus petite qui est meilleure. Nous essayons donc de minimiser le logarithme de cette variance. La minimisation est une bonne chose. Que se passe-t-il lorsque vous avez de nombreuses variables indépendantes à inclure dans un modèle? Eh bien, si vous faites une approximation en série de Taylor d'une fonction continue, vous finirez par obtenir probablement la fonction lisse avec suffisamment de termes, mais supposons que le modèle réel est un nombre fini de paramètres. Et vous considérez de nouveaux facteurs, de nouveaux retards des variables indépendantes dans les autorégressions. Si l'on ajoute de plus en plus de variables, il faut vraiment pénaliser l'ajout de variables supplémentaires qui n'ajoutent pas de valeur réelle au modèle en termes de réduction de la variance de l'erreur. Le critère d'information d'Akek pénalise donc les différents modèles par un facteur qui dépend de la taille du modèle en termes de dimensionnalité des paramètres du modèle. Ainsi, P plus Q est la dimensionnalité des 4. Paramètres du modèle. 5. Modèle de régression automatique. Voyons ce qu'il en est. La différence entre le critère BIC et le critère AIC est que ce facteur est également remplacé par log n. Ainsi, au lieu d'avoir une sorte d'incrément unitaire de pénalité pour l'ajout d'un paramètre supplémentaire, le critère d'information de Bayes ajoute une pénalité login multipliée par le nombre de paramètres. Ainsi, au fur et à mesure que la taille de l'échantillon augmente, cette pénalité devient de plus en plus importante. L'interprétation pratique du critère d'information d'Akek est très similaire à l'application d'une règle qui dit que nous allons inclure des variables dans notre modèle si le carré de la statistique T pour l'estimation du paramètre supplémentaire dans le modèle est supérieur à 2 ou non. Quand le critère d'information d'Akek devient-il inférieur à l'ajout de termes supplémentaires dans un modèle? Si vous considérez deux modèles qui diffèrent par un seul facteur, il s'agit essentiellement de savoir si la statistique T pour le coefficient du modèle sur ce facteur est une valeur quadratique supérieure à 2 ou non. Bon nombre d'entre vous qui ont déjà vu des modèles de régression et les ont appliqués, dans des applications particulières, diraient probablement « Je ne crois vraiment pas à la valeur d'un facteur supplémentaire à moins que la statistique T ne soit supérieure à 1,96, ou à 2, ou quelque chose comme ça ». Mais le critère d'information d'Akek stipule que la statistique T doit être supérieure à la racine carrée de 2. Il s'agit donc d'une sorte de contrainte plus faible pour l'ajout de variables dans le modèle. Et maintenant, pourquoi l'appelle-t-on un critère d'information? Je ne m'étendrai pas sur le sujet pendant le cours. Je serais ravi d'en parler pendant les heures de bureau, mais il y a des notions de théorie de l'information et inaudibles d'information du modèle par rapport au vrai modèle, et d'essayer de maximiser la proximité de notre modèle ajusté par rapport à ce modèle. Voyons maintenant en quoi le critère de Hannan-Quinn diffère. En fait, ce critère prévoit une pénalité à mi-chemin entre log n et 2. C'est 2, login. La pénalité augmente donc avec la taille n, mais pas aussi rapidement que log n. Cela devient 6. Pertinent lorsque les modèles deviennent très grands parce que nous avons beaucoup de données. En fait, plus vous avez de données, plus vous devriez pouvoir incorporer de paramètres dans le modèle s'il s'agit de facteurs statistiquement valables, importants, etc. 7. Des facteurs.
Le critère de Hannan-Quinn permet en fait de modéliser des processus pour lesquels un nombre infini de variables pourrait être approprié, mais il faut des tailles d'échantillons de plus en plus grandes pour les estimer efficacement. Voilà donc les critères qui peuvent être appliqués au modèle de série temporelle. Et je dois souligner que, voyons, si vous prenez ce facteur 2 sur n et l'inversez en n sur 2 log sigma carré, ce terme est fondamentalement l'un des termes de la fonction de vraisemblance du modèle inaudible. Vous pouvez donc voir comment ce critère manipule essentiellement la valeur du maximum de vraisemblance en l'ajustant en fonction d'une pénalité pour les paramètres supplémentaires. Voyons ce qu'il en est. D'accord. Le sujet suivant est le test de stationnarité et de non-stationnarité. Il existe un test célèbre, le test de Dickey-Fulé, qui consiste essentiellement à évaluer la série temporelle pour voir si elle correspond à une marche aléatoire. Nous savons que nous avons discuté, cours après cours, du fait que les marches aléatoires simples ne sont pas stationnaires. Et la marche aléatoire simple est donnée par le modèle ci-dessus, x2 est égal à pi xt moins 1 plus eta t, si phi est égal à 1. D'accord. Il s'agit d'un processus non stationnaire. Dans le test de Dickey-Fulé, nous voulons vérifier si phi est égal à 1 ou non. Nous pouvons donc ajuster le modèle AR1 par la méthode des moindres carrés et définir la statistique du test comme étant l'estimation de phi-1 sur son erreur standard, où phi est l'estimation des moindres carrés et l'erreur standard est l'estimation des moindres carrés, c'est-à-dire l'erreur standard de cette estimation. Si notre coefficient phi est inférieur à 1 en module, et qu'il s'agit donc bien d'une série stationnaire, alors la distribution de l'estimation phi converge vers une normale 0,1 moins phi au carré. Et voyons voir. Mais si phi est égal à 1, ok, donc juste pour récapituler l'avant-dernier point est essentiellement la propriété que lorsque la norme phi est inférieure à 1, alors nos estimations des moindres carrés sont asymptotiquement normalement distribuées avec une moyenne 0 si nous normalisons par la valeur réelle, et 1 moins phi au carré. 8. Si phi est égal à 1, il s'avère que phi at est super cohérent avec le taux 1 sur t. Cette super cohérence est liée à la convergence des statistiques vers une certaine valeur. Et 9. Quel est le taux de convergence de ces statistiques vers différentes valeurs? Ainsi, dans les échantillons normaux, nous pouvons estimer la moyenne par la moyenne de l'échantillon. Et cela convergera vers la vraie moyenne à un taux de 1 sur la racine n. Dans le cas d'une marche aléatoire non stationnaire, la matrice des variables indépendantes est telle que x transpose x, sur n croît sans limite. Donc si nous avons i est égal à x bêta plus epsilon, et bêta at est égal à x transpose x inverse, x transpose i le problème est bien et bêta at est distribué comme finalement normal avec moyenne bêta et variance sigma au carré, x transpose x inverse. Cette matrice inverse x transposée x, lorsque le processus n'est pas stationnaire, une marche aléatoire, croît à l'infini. X transposé x sur n croît en fait à l'infini en magnitude simplement parce qu'elle n'est pas bornée. Alors que x transpose x sur n, lorsqu'il est stationnaire, est limité. Quoi qu'il en soit, cela conduit à une supercohérence, ce qui signifie qu'elle converge vers la valeur beaucoup plus rapidement et que cette distribution normale n'est donc pas appropriée. Il s'avère qu'il existe une distribution de Dickey-Fulé pour cette statistique de test, qui est basée sur des intégrales de diffusion et que l'on peut lire dans la littérature sur les racines unitaires et les tests de non-stationnarité. Il existe donc une littérature très riche sur ce problème. Si vous vous intéressez à l'économétrie, vous constaterez que beaucoup de temps a été consacré à ce sujet dans ce domaine.
Les mathématiques sont très complexes, mais de bons résultats sont disponibles. Voyons donc une application de certaines de ces méthodes de série temporelle. Permettez-moi d'aller sur le bureau si vous le voulez bien. Dans ce matériel supplémentaire qui sera sur le site web, je voulais juste que vous puissiez travailler avec des séries temporelles réelles et mettre en œuvre ces ajustements de moyenne mobile autorégressive et comprendre fondamentalement comment les choses fonctionnent. Il s'agit donc de charger les bibliothèques R et les données de la réserve fédérale dans R, en les collectant sur le web. Créer des séries temporelles hebdomadaires et mensuelles à partir d'une série 10. Quotidienne, c'est une chose banale à faire, mais lorsque vous vous asseyez et essayez de le faire, cela devient compliqué. Il existe donc quelques outils intéressants. Il y a la CFE, la PACF, c'est-à-dire la fonction d'autocorrélation et la fonction d'autocorrélation partielle, qui sont utilisées pour l'interprétation des données. 11. Série. Ensuite, nous effectuons le test de Dickey-Fulé pour les racines unitaires et déterminons, évaluons la stationnarité, la non-stationnarité du rendement à 10 ans. Nous évaluons ensuite la stationnarité et la cyclicité du modèle autorégressif ajusté d'ordre 2 aux données mensuelles. En fait, la question de la cyclicité est liée à l'un des problèmes de l'ensemble de problèmes pour les séries temporelles, qui consiste à étudier les modèles autorégressifs d'ordre 2. Y a-t-il une cyclicité dans le processus ? Enfin, il s'agit d'identifier le meilleur modèle autorégressif à l'aide du critère AIC. Permettez-moi de vous montrer quelques graphiques. D'accord. Voici le rendement initial à 10 ans, collecté directement sur le site web de la Réserve fédérale sur une période de 10 ans. Et voilà. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Voyons que la section 1.4 effectue le test de Dickey-Fulé. Elle détermine essentiellement que la valeur P de non-stationnarité n'est pas rejetée. Ainsi, avec le test de Dickey-Fulé augmenté, la statistique de test est calculée. Sa signification est évaluée par la distribution de cette statistique. La valeur P indique à quel point la valeur de la statistique est extrême, c'est-à-dire à quel point elle est inhabituelle. Plus la valeur P est petite, plus la valeur est improbable. La valeur P est la probabilité d'obtenir une valeur aussi extrême ou plus extrême de la statistique de test, et la statistique de test est une preuve contre l'hypothèse nulle. Dans ce cas, les valeurs P s'élèvent à 0,2726 pour les données mensuelles, ce qui signifie qu'il existe des preuves de l'existence d'une racine unitaire dans le processus. Voyons ce qu'il en est. D'accord, mais il y a une section sur la compréhension des coefficients d'autocorrélation partielle. Il y a une section sur la compréhension des coefficients d'autocorrélation partielle. Permettez-moi d'expliquer ce que sont les coefficients de corrélation partielle. Vous avez les fonctions d'autocorrélation, qui sont simplement les corrélations de la série temporelle avec les retards de ces valeurs. Le coefficient d'autocorrélation partielle est la corrélation entre la série temporelle et, disons, un πm décalage qui n'est pas expliqué par tous les décalages inférieurs à P. Il s'agit donc essentiellement de la corrélation supplémentaire de la variable de la série temporelle avec le πm décalage après avoir contrôlé les 12 autres. Et puis voyons. Avec ceci, dans la section 8 ici, il y a une fonction dans R appelée AR. Pour 13. Autorégressive, qui ajustera tous les modèles autorégressifs jusqu'à un ordre donné et fournira des statistiques de diagnostic pour cela. Voici un graphique de la statistique AIC relative pour les modèles des données mensuelles.
vous pouvez voir qu'il prend toutes les statistiques AIC et soustrait la plus petite de toutes les autres. On peut donc voir que, selon la statistique AIC, un modèle d'ordre 7 est suggéré pour ces données de rendement des trésors. OK. Enfin, comme ces modèles autorégressifs sont mis en œuvre avec des modèles de régression, il est possible d'appliquer les diagnostics de régression que nous avons introduits précédemment pour examiner ces données. Très bien. Descendons maintenant. Inaudible. OK. Inaudible. Plein écran. Nous y voilà. C'est parti. Passons donc au sujet du modèle de volatilité. La discussion dans cette section va commencer par une définition de la volatilité. Nous saurons ainsi de quoi nous parlons. Ensuite, nous mesurerons la volatilité à l'aide de données historiques. Nous n'appliquerons pas vraiment de modèle statistique, mais nous nous intéresserons aux mesures historiques de la volatilité et à leurs prédictions. Il existe ensuite des modèles formels. Nous présenterons bien sûr le mouvement brownien géométrique. C'est l'un des modèles standards en finance. Mais aussi la diffusion par saut de poisson, qui est une extension du mouvement brownien géométrique permettant de prendre en compte les discontinuités. Ces modèles de mouvement brownien et de diffusion par saut ont une propriété, les modèles à incréments indépendants. En fait, les incréments du processus sont disjoints et indépendants les uns des autres, ce qui est une propriété essentielle lorsqu'il y a une dépendance temporelle dans les modèles. Il peut y avoir une dépendance temporelle dans la volatilité. Les modèles d'ARC ont été introduits initialement pour essayer de capturer cette dépendance. Ils ont été étendus au modèle Garch, et ce sont là les cas les plus simples de modèles de volatilité dépendant du temps avec lesquels nous pouvons travailler et que nous pouvons introduire. Dans tous ces cas, le cadre mathématique permettant de définir ces modèles et le cadre statistique permettant d'estimer leurs paramètres seront mis en évidence. 14. Bien qu'il s'agisse d'un cadre très simple en termes de modèles, les questions que nous aborderons concernent pratiquement tous les modèles de volatilité dépendante du temps. 15. La modélisation statistique également. Définissons donc la volatilité. D'accord. En finance, elle est définie comme l'écart type annualisé de la variation du prix ou de la valeur d'un titre financier ou d'un indice. Nous nous intéressons donc à la variabilité de ce processus, un processus de prix ou de valeur. Et nous le considérons sur une échelle de temps annualisée. C'est pourquoi, lorsque l'on parle de volatilité, il est important de communiquer des niveaux de 10%. Si vous réfléchissez, à quel niveau les rendements absolus des obligations varient-ils sur un AN? C'est probablement moins de 5%. Les rendements obligataires ne varient pas. Quand on pense aux monnaies, de combien varient-elles sur une année? Peut-être 10%. Quelles sont les variations des marchés d'actions? Peut-être 30%, 40% ou plus. Les approches d'estimation et de prédiction sont celles dont nous allons discuter. Il existe différents cas de figure. Passons maintenant à la volatilité historique. Pour calculer la volatilité historique, nous considérons essentiellement une série de prix de T plus 1 point. Nous pouvons ensuite obtenir les rendements de la période T correspondant à ces prix, c'est-à-dire la différence entre les logarithmes des prix, ou le logarithme des prix relatifs. Ainsi, RT sera le rendement de l'actif. On pourrait utiliser d'autres définitions, comme le rendement absolu, sans prendre les lots. Dans la plupart des analyses empiriques, il est pratique de travailler avec les lots, car si l'on additionne les lots, on obtient en quelque sorte le logarithme du produit. Ainsi, les rendements cumulés totaux peuvent être facilement calculés à l'aide de sommes de lots.
Quoi qu'il en soit, nous allons travailler avec cette échelle pour l'instant. OK. Le processus RT, le processus de la série des rendements, sera supposé être stationnaire de manière covariante, ce qui signifie qu'il a une variance finie. L'estimation de l'échantillon est donnée par la racine carrée de la variance de l'échantillon. Nous considérons également une estimation sans biais de cette variance. Si nous voulons convertir ces valeurs en valeurs annualisées afin d'obtenir une volatilité, nous disposons de prix quotidiens qui, sur les marchés financiers, sont 16. Généralement, aux États-Unis, ouverts environ 252 jours par AN en moyenne. Nous multiplions ce chapeau sigma par la racine 252. Et pour les données hebdomadaires, la racine est 52, et la racine est 12 pour les données mensuelles. Ainsi, quelle que soit la périodicité de nos données originales, nous pouvons les obtenir. 17. Sur cette échelle de volatilité, en ce qui concerne les méthodes de prédiction que l'on peut utiliser avec la volatilité historique, de nombreux travaux sont réalisés dans le domaine de la finance par des personnes qui n'ont pas reçu de formation d'économiste ou de statisticien et qui se contentent de travailler avec les données. Il existe une norme pour l'analyse des risques, appelée l'approche de la métrique des risques, qui définit la volatilité et les estimations historiques de la volatilité à l'aide de méthodologies simples. Nous allons donc passer en revue ce qu'ils sont. Pour toute période T, on peut définir la volatilité de l'échantillon comme étant l'écart type de l'échantillon des rendements de la période T. Pour les données quotidiennes, il peut s'agir du carré du rendement quotidien. Ainsi, avec des données quotidiennes, cela peut être simplement le carré du rendement quotidien. Avec des données mensuelles, il pourrait s'agir de l'écart type de l'échantillon des rendements sur le mois et de l'échantillon sur l'année. De même, pour les données intrajournalières, il peut s'agir de l'écart type de l'échantillon sur des périodes intrajournalières, par exemple des demi-heures ou des heures. Et la moyenne historique est simplement la moyenne de ces estimations, qui utilisent toutes les données disponibles. On peut considérer la moyenne mobile simple de ces volatilités réalisées. Il s'agit en fait d'utiliser les dernières m valeurs finies pour calculer la moyenne. On peut également envisager une moyenne mobile exponentielle de ces volatilités d'échantillons, où notre estimation de la volatilité est égale à 1 moins bêta multiplié par la volatilité de la période en cours plus bêta multiplié par l'estimation précédente. Ces moyennes mobiles exponentielles sont de très bons moyens d'estimer des processus qui évoluent dans le temps. Elles permettent de suivre assez bien les changements et ont tendance à se répéter. Cette moyenne mobile exponentielle utilise en fait toutes les données disponibles. Il peut y avoir des versions discrètes de ces moyennes où l'on dit « n'utilisons pas une moyenne pondérée égale comme la moyenne mobile simple, mais utilisons une moyenne géométrique des m dernières valeurs de manière exponentielle ». C'est la moyenne mobile pondérée exponentielle qui utilise les m dernières valeurs. Nous y 18. Voilà. Voilà, c'est fait. 19. Avec ces différentes mesures de la volatilité de l'échantillon, on peut essentiellement construire des modèles pour les estimer à l'aide de modèles de régression et les évaluer. En ce qui concerne l'indice de référence des mesures de risque, il prend en compte une variété de méthodologies différentes pour estimer la volatilité. Il s'agit de déterminer quelles sont les meilleures méthodes pour différents types d'instruments financiers et différents indices financiers. Il existe différentes mesures de performance que l'on peut appliquer. L'erreur quadratique moyenne de prédiction, l'erreur absolue moyenne de prédiction, l'erreur absolue moyenne de prédiction, etc. pour évaluer les différentes méthodologies.
Si vous vous intéressez à un domaine particulier de la finance, qu'il s'agisse de titres à revenus fixes, d'actions, de matières premières ou de devises, il est très intéressant d'examiner leur travail, car il met en lumière différents aspects de ces marchés. Il s'avère que la moyenne mobile exponentielle est généralement une très bonne méthode pour de nombreux instruments. L'actualisation des valeurs dans le temps correspond à une période de 45 à 90 jours pour l'estimation de la volatilité. Et dans ces approches qui sont, je suppose, un peu ad hoc, il y a le formalisme, et pour les définir, il suffit d'appliquer empiriquement ce qui a fonctionné dans le passé. Voyons ce qu'il en est. Bien que ces mesures soient ad hoc, elles se sont avérées très efficaces. Passons donc au modèle statistique formel de la volatilité. Le modèle de la première classe est le mouvement brownien géométrique. Nous avons donc ici une équation différentielle stochastique qui définit le modèle du mouvement brownien géométrique. Et Inaudible abordera en détail les équations différentielles stochastiques et le calcul stochastique pour représenter différents processus, des processus continus. La formulation consiste essentiellement à examiner les incréments du processus de prix S est égal à un mu S de t. Une sorte de terme de dérive, plus un sigma de t, un multiple de dW de t, où sigma est la volatilité du prix du titre. Mu est le rendement moyen par unité de temps. dW de t est l'incrément d'un processeur de mouvement brownien standard, le processus de Wiener. Et ce processus W est tel qu'il s'agit d'incrément. 20. Fondamentalement le changement de 21. La valeur du processus entre deux points dans le temps est normalement distribuée, avec une moyenne de 0 et une variance égale à la longueur de l'intervalle. Les incréments sur des intervalles de temps disjoints sont indépendants. Si l'on divise les deux côtés de cette équation par S de t, on obtient ds de t sur S de t égale à mu dt plus sigma dW de t. Les incréments ds de t normalisés par S de t sont donc un mouvement brownien standard avec une dérive mu et une volatilité sigma. Supposons maintenant que nous disposons d'un échantillon de données issues de ce processus et que nous observons les prix à des moments allant de t0 à tn. Pour l'instant, nous n'allons pas faire d'hypothèse sur la nature de ces incréments de temps, sur la nature de ces temps. Ils pourraient être espacés de manière égale. Ils peuvent être espacés de manière inégale. Les rendements, le logarithme de la variation du prix relatif entre le temps Tg-1 et Tg sont des variables aléatoires indépendantes. Et elles sont indépendantes. Leur distribution est normale avec une moyenne donnée par mu multipliée par la longueur de l'incrément de temps. Et une variance de sigma au carré multipliée par la durée de l'incrément. Ces propriétés seront abordées par Inaudible dans des cours ultérieurs. Pour l'instant, nous pouvons simplement savoir que c'est vrai et appliquer ce résultat. Si nous fixons différents points temporels pour l'observation et calculons les retours de cette manière, s'il s'agit d'un mouvement brownien géométrique, nous savons qu'il s'agit de la distribution des retours. Maintenant que nous connaissons cette distribution, nous pouvons nous lancer dans l'estimation du maximum de vraisemblance. D'accord. Si les incréments sont tous égaux à 1, nous pensons donc à des données quotidiennes, par exemple. Les estimations du maximum de vraisemblance sont alors simples. Il s'agit essentiellement de la moyenne de l'échantillon et de la variance de l'échantillon avec 1 sur n au lieu de 1 sur n-1 pour les mless. Si delta j varie alors, eh bien, c'est en fait un cas pour les exercices. Maintenant, est-ce que quelqu'un, en termes de, eh bien, dans l'exercice de classe, la question qui est importante pour réfléchir est si vous considérez un intervalle de temps. 22.
donné sur lequel nous observons ce processus de mouvement brownien géométrique, si nous augmentons le taux d'échantillonnage des prix sur un intervalle donné, comment cela change-t-il les propriétés de nos estimations? En fait, obtenons-nous des estimations plus précises des paramètres sous-jacents? 23. Et lorsque vous augmentez la fréquence d'échantillonnage, il s'avère que certains paramètres sont estimés de manière beaucoup plus précise et que vous obtenez des erreurs standards beaucoup plus faibles sur ces estimations. Ce n'est pas nécessairement le cas pour d'autres paramètres. L'exercice consiste à évaluer cela. Une autre question importante est celle de l'échelle de temps appropriée pour le mouvement brownien géométrique. Pour l'instant, nous pensons que vous collectez des données et que, quelle que soit la périodicité des données, vous pensez que c'est la période de votre mouvement brownien. Évaluons cela. Prenons un autre exemple. Voyons voir ici. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Allons contrôler moins ici. OK. C'est bon. Voyons ce qu'il en est. Cette deuxième étude de cas contenait des données sur les taux de change, à la recherche de changements de régime dans les relations entre les taux de change. Nous disposons donc de données issues de cette étude de cas sur différents taux de change. Dans la partie supérieure du graphique, j'ai représenté le taux de change euro-dollar depuis le début de l'année 1999 jusqu'à il y a quelques mois. Le deuxième panneau est un graphique des rendements quotidiens de cette série. Voici un histogramme de ces rendements quotidiens et un ajustement de la distribution gaussienne pour les rendements quotidiens si notre échelle de temps est correcte. Fondamentalement, les rendements quotidiens sont normalement distribués. Les jours sont disjoints en termes de changement de prix. Ils sont donc indépendants et identiquement distribués selon le modèle. Ils ont tous la même distribution normale avec une moyenne mu et une variance sigma au carré. OK. Cette analyse part du principe que nous avons affaire à des jours de bourse pour l'échelle de temps appropriée, le mouvement brownien géométrique. Voyons ce qu'il en est. On peut se demander si les jours de bourse ne sont pas la bonne échelle de temps, mais plutôt le temps calendaire. La variation de la valeur au cours des week-ends correspond peut-être à des variations de prix, ou à des variations de valeur sur une période plus longue. Ce modèle doit donc être adapté à cette échelle de temps. L'exercice qui vous permet d'envisager différents delta t vous montre quelles sont les estimations du maximum de vraisemblance. Vous obtiendrez des estimations maximales. 24. Probable si nous avons des définitions différentes de l'échelle de temps. Mais si vous appliquez l'échelle de temps calendaire à 25. 7 €, permettez-moi de vous montrer les différentes estimations du rendement moyen annualisé et de la volatilité annualisée. Ainsi, si l'on considère les jours de bourse pour l'euro, il s'agit de 10,25% ou 0,1025. Si l'on considère le temps d'horloge, il s'agit en fait de 12,2%. Ainsi, selon la manière dont vous spécifiez le modèle, vous obtenez une définition différente de la volatilité. Il est donc important de comprendre quelles sont les hypothèses de votre modèle et si les choses devraient être différentes. Dans la modélisation stochastique, il existe un domaine appelé processus stochastique subordonné. En gros, l'idée est que si vous avez un processus stochastique comme le mouvement brownien géométrique ou le mouvement brownien simple, vous l'observez peut-être sur la mauvaise échelle de temps. Vous pouvez adapter le modèle du mouvement brownien géométrique et cela ne semble pas correct. Mais il se peut qu'une autre échelle de temps soit appropriée. Et il s'agit bien d'un mouvement brownien à cette échelle de temps. C'est ce qu'on appelle formellement un processus stochastique subordonné.
Vous disposez d'une fonction temporelle différente pour modéliser le processus stochastique. L'évaluation de la subordination d'un processus stochastique conduit à prendre en compte différentes échelles de temps. Sur les marchés d'actions, par exemple, ou sur les marchés de contrats à terme, le volume des transactions, le volume cumulé des formations, pourrait être une mesure vraiment inappropriée de l'échelle de temps réel. En effet, il s'agit d'une mesure, dans un sens, du flux d'informations arrivant sur le marché par le biais du niveau d'activité. Quoi qu'il en soit, je voulais souligner qu'avec des échelles de temps différentes, on peut obtenir des résultats différents. Il s'agit donc d'un élément à évaluer. En examinant ces différents modèles, les premiers graphiques montrent l'adéquation du modèle normal avec l'échelle de temps des jours de bourse. Voyons ce qu'il en est. Ceux d'entre vous qui ont déjà suivi un cours de statistique, ou de statistique appliquée, connaissent peut-être les graphiques QQ normaux. En fait, si vous voulez évaluer la cohérence des retours avec une distribution gaussienne. 26. Nous pouvons tracer les retours ordonnés triés observés par rapport à ce que nous attendrions des retours triés s'ils provenaient d'un échantillon gaussien. Ainsi, selon le modèle du mouvement brownien géométrique, les rendements quotidiens sont un échantillon. 27. Échantillon de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées provenant d'une distribution gaussienne. Le plus petit rendement devrait donc correspondre à la plus petite taille de l'échantillon n. Ce qui est représenté ici, ce sont les quantiles ou percentiles théoriques par rapport aux quantiles ou percentiles réels. On s'attendrait à ce qu'il y ait une ligne droite si les quantiles théoriques prédisaient bien les valeurs extrêmes réelles. Ce que nous voyons ici, c'est que lorsque les quantiles théoriques deviennent élevés, en unité d'écart type, les rendements réalisés de l'échantillon sont en fait beaucoup plus élevés que ce que prévoirait la distribution gaussienne. Il en va de même pour les rendements les plus faibles. Il y a donc un graphique QQ normal qui est souvent utilisé dans les diagnostics de ces modèles. En bas, j'ai tracé une distribution de percentiles ajustée. Si nous avons modélisé la série comme une série de variables aléatoires gaussiennes, nous pouvons évaluer le percentile de la distribution gaussienne ajustée qui a été réalisée par chaque point. Ainsi, si nous avons un rendement négatif de 2% par exemple, quel est le percentile de l'ajustement normal de ce rendement ? Vous pouvez évaluer la fonction de distribution cumulative du modèle ajusté à cette valeur pour obtenir ce point. Et quelle devrait être la distribution des percentiles pour les percentiles ajustés si nous avons un très bon modèle? D'accord. Bon, d'accord. Réfléchissons. Si vous considérez le 50e centile, vous vous attendez, je suppose, à ce que 50% des données se situent au-dessus du 50e centile et que 50% se situent en dessous du 50e centile, n'est-ce pas? D'accord. Considérons que j'ai divisé les données en 100 cases entre 0 et 1, et que cette case correspond au 99e percentile. Combien d'observations pensez-vous trouver entre le 99e et le 100e percentile? C'est une question facile. Audience, 1%. Professeur, 1%. C'est exact. Dans chacune de ces tranches, on s'attendrait donc à 1% si le modèle gaussien était adapté. Ce que l'on constate, c'est que les valeurs extrêmes sont plus 28. Nombreuses aux extrémités. En fait, à l'intérieur, il y a moins de valeurs. En fait, il s'agit d'une distribution leptocourtique pour les échantillons effectivement réalisés, en fait là. 29. Le milieu de la distribution est un peu plus fin, ce qui est compensé par des queues plus larges.
mais avec ce modèle particulier, nous pouvons nous attendre à une distribution uniforme des percentiles dans ce graphique. Si nous comparons cela avec un ajustement de l'heure d'horloge, nous constatons que l'heure d'horloge fait un peu mieux pour rapprocher les valeurs extrêmes de ce que nous attendons d'elle. Donc, en termes de meilleur modèle pour le processus de retour, si nous nous intéressons à ces valeurs extrêmes, nous obtenons en fait une valeur légèrement meilleure avec celle-ci. C'est donc très bien. Revenons aux notes. Et parlons de l'estimateur Garman en classe. Permettez-moi de le faire. Je vais le faire. Affiché en plein écran. OK. Je suis d'accord. Donc, d'accord. L'estimateur Garman classe permet de prendre en compte la situation dans laquelle nous disposons de beaucoup plus d'informations qu'une simple sorte de prix de clôture à différents intervalles. En fait, toutes les données relatives aux transactions sont collectées sur un marché financier. Nous disposons donc de pratiquement toutes les données si nous les voulons ou si nous pouvons les payer. Mais considérons un cas où, au-delà des prix de clôture, nous disposons d'informations supplémentaires sur des incréments de temps qui incluent le prix d'ouverture, le prix le plus élevé et le prix le plus bas au cours des différentes périodes. Ceux d'entre vous qui connaissent les graphiques à barres que l'on voit chaque fois que l'on reporte les cours des actions sur des périodes de plusieurs semaines ou de plusieurs mois savent qu'ils les ont vus. L'article de Garman classe traite de la manière dont nous pouvons exploiter ces informations supplémentaires pour améliorer nos estimations de l'approche de la clôture. Nous utiliserons donc cette notation. Faisons quelques hypothèses et utilisons la notation. Nous supposerons donc que mu est égal à 0 dans notre modèle de mouvement brownien géométrique. Nous n'avons donc pas à nous préoccuper de la moyenne. Nous nous intéressons uniquement à la volatilité. Nous supposerons que les incréments sont de 1 pour quotidien, correspondant à quotidien. Et nous laisserons le petit f entre 0 et 1 correspondre à l'heure d'ouverture du marché. 30. Ainsi, sur une journée, du jour 0 au jour 1 AF, nous supposons que le marché s'ouvre. Et que le processus de mouvement brownien géométrique pourrait avoir été clôturé le jour 0. 31. Ici il s'agirait donc de ces 0 et il est possible qu'il ait été ouvert le premier jour à cette valeur. Ce serait donc au 1. Il a pu monter et descendre, puis se fermer ici avec le processus de mouvement brownien. D'accord. Cette valeur correspondrait à la valeur la plus élevée. Cette valeur correspondrait à la valeur basse du premier jour. La valeur de clôture correspondrait à C1. Le modèle est donc constitué d'un processus de mouvement brownien sous-jacent qui fonctionne en fait en temps continu, mais que nous observons uniquement pendant la période d'ouverture des marchés. Il peut donc se déplacer entre la clôture et l'ouverture du marché un jour donné et nous disposons d'informations supplémentaires. Au lieu de la seule clôture, nous avons également le plus haut et le plus bas. Voyons donc comment nous pouvons exploiter cette information pour estimer la volatilité. D'accord. En utilisant les données de la première période, comme nous l'avons représenté sur le graphique, soulignons tout d'abord ce qu'est le rendement de clôture. Il s'agit essentiellement d'une estimation de la variance sur une période. Ainsi, sigma at 0 au carré est un rendement au carré pour une seule période. C1 moins C0 comme une distribution normale avec une moyenne de 0 et une variance sigma au carré. Et si nous envisageons de l'élever au carré, quelle est la distribution de cette variable? C'est le carré d'une variable aléatoire normale, qui est le chi carré, mais c'est un multiple du chi carré. C'est le sigma au carré multiplié par le chi au carré d'une variable aléatoire. Et avec une variable aléatoire chi carré, la valeur attendue est de 1.
la variance d'une variable aléatoire qui carré est égale à 2. Donc, le simple fait de connaître ces faits nous permet d'avoir une estimation non biaisée du paramètre de volatilité sigma et la variance est de 2 sigma au quatrième. Il s'agit donc essentiellement de la précision des rendements proches. Examinons deux autres estimations. Fondamentalement, le rendement de l'ouverture à la fermeture, sigma 1 au carré normalisé par f, la longueur de l'intervalle f. Nous avons donc sigma 1 égale à O1 moins C0 au carré. D'accord. En fait, pourquoi ne pas le faire? J'écrirai quelques faits et vous verrez que les résultats 32 sont clairs. Fondamentalement, O1-C0 est distribué normalement avec une moyenne de 0 et une variance de f sigma au carré. Et C1-O1 est distribué normalement avec une moyenne 0 et une variance 1-f sigma au carré. OK. 33. Il s'agit simplement d'utiliser les propriétés du processus de diffusion sur des périodes de temps différentes. Si nous normalisons les valeurs au carré par la longueur de l'intervalle, nous obtenons des estimations de la volatilité. Ce qui est particulièrement significatif à propos de ces estimations 1 et 2, c'est qu'elles sont indépendantes. Nous avons donc deux estimations du même paramètre sous-jacent, qui sont indépendantes. En fait, elles ont toutes deux la même moyenne et la même variance. Ainsi, si nous considérons une nouvelle estimation, qui est en fait une moyenne de ces deux estimations, cette nouvelle estimation a la même, et sans biais également, mais sa variance est en fait la variance de cette somme. Cette nouvelle estimation a la même valeur, elle est également sans biais, mais sa variance est essentiellement la variance de cette somme. Il s'agit donc d'un 1/2 carré de cette variance plus un 1/2 carré de cette variance, ce qui correspond à un 1/2 de la variance de chacun d'entre eux. Cette estimation a donc une variance plus faible que notre estimation proche. Nous pouvons donc définir l'efficacité de cette estimation particulière par rapport à l'estimation proche comme étant égale à 2. En fait, nous obtenons une précision double. Supposons que vous disposiez de l'ouverture et de la clôture pour une journée. Combien de jours de données de fermeture à fermeture faudrait-il pour obtenir la même variance que cette estimation? Non. Audience, inaudible. En raison des 3 points de données inaudibles? Professeur, non. Non. Quelqu'un d'autre? Un de plus? 4. OK. En fait, si la variance est de 1/2, on obtient l'écart type, ou la variance. Je suis désolé. Le rapport de la variance est de 2. Donc non. En fait, il est proche de 2. Voyons voir. Notre 1 barre oblique est né, donc c'est en fait 2. D'accord. Je pensais à des unités d'écart type au lieu d'unités au carré. J'essayais donc d'être malin. Il s'agit donc en fait de 2 jours. L'échantillonnage avec cette information vous donne donc 2 jours d'information. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, si vous voulez quelque chose d'aussi efficace que les estimations quotidiennes, vous devrez remonter à 1 jour au lieu de 2 pour obtenir la même efficacité avec l'estimation. 34. D'accord. La motivation de l'article de Garmann-Classe était en fait un article écrit par Parkinson en 1976, qui traitait de l'utilisation des extrêmes d'un mouvement brownien pour estimer les paramètres sous-jacents. Et lorsqu'inaudible parle de mouvement brownien, il s'agit d'une méthode d'estimation des paramètres sous-jacents. 35.
Motion un peu plus tard. Je ne sais pas si vous obtiendrez ce résultat, mais dans les cours sur les processus stochastiques, on déduit les propriétés du maximum d'un mouvement brownien sur un intervalle donné et du minimum. Et il s'avère que si l'on regarde la différence entre le haut et le bas au carré divisé par 4, log 2, on obtient une estimation de la volatilité du processus. Et l'efficacité de cette estimation s'avère être de 5,2, ce qui est encore mieux. Garman et Class ont été enthousiasmés par ce résultat et ont voulu trouver des estimations encore meilleures. Ils ont donc rédigé un article qui évalue tous les types d'estimations. Je vous encourage à rechercher cet article sur Google et à le lire, car il est très accessible. Il met en évidence les questions de statistiques et de probabilité associées à ces problèmes. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dérivé le meilleur estimateur analytique invariant d'échelle, qui a cette sorte de combinaison bizarre de différents termes, mais fondamentalement, nous utilisons des valeurs normalisées de la clôture haute-basse normalisée par l'ouverture. Cette combinaison leur a permis d'obtenir une efficacité de 7,4. En théorie statistique, les estimations d'échelle, invariance, sont des principes différents qui guident le développement de différentes méthodologies. L'un de ces principes est l'invariance d'échelle. Si vous estimez un paramètre d'échelle, et dans ce cas la volatilité vous indique essentiellement l'ampleur de la variabilité de ce processus, si vous deviez multiplier vos données originales par une constante donnée, alors un estimateur invariant d'échelle devrait être tel que votre estimateur ne change dans ce cas que par ce même facteur d'échelle. L'estimateur ne dépend donc pas de la façon dont vous mettez les données à l'échelle. C'est la notion d'invariance d'échelle. L'article de Garman et Class va jusqu'au nième degré et trouve un estimateur particulier qui a une efficacité de 8,4, ce qui est vraiment très significatif. Donc, si vous travaillez avec un processus de modélisation dans lequel vous pensez que les paramètres sous-jacents peuvent être raisonnablement supposés constants sur de courtes périodes de temps, eh bien, sur ces courtes périodes de temps, si vous utilisez ces estimateurs étendus comme celui-ci, vous obtiendrez des mesures beaucoup plus précises des paramètres sous-jacents qu'en utilisant simplement des données proches les unes des 36. Autres. D'accord. 37. Présentons les diffusions par bond de poisson. Avec les diffusions par saut de poisson, nous disposons essentiellement d'une équation différentielle stochastique pour représenter ce modèle. C'est exactement comme le modèle du mouvement brownien géométrique, sauf que nous avons ce terme supplémentaire, gamma sigma zdpft. Cela fait beaucoup de variables différentes, mais ce à quoi nous pensons essentiellement, c'est qu'au fil du temps, un processus de mouvement brownien est entièrement continu. Il n'y a fondamentalement pas de saut dans ce processus de mouvement brownien. Pour tenir compte des sauts, nous supposons qu'il existe un processus π de t, qui est un processus de Poisson. Il s'agit d'un processus de comptage qui compte les sauts et leur nombre. Cela peut donc commencer à 0, à la valeur 0. Ensuite, s'il y a un saut ici, il augmente d'une unité. Puis, s'il y a un autre saut ici, il augmente d'une unité, et ainsi de suite. Le modèle de diffusion par saut de Poisson indique donc que ce processus de diffusion va subir des chocs. Ces chocs vont arriver selon un processus de Poisson. Si vous avez étudié la modélisation stochastique, vous savez qu'il s'agit d'une sorte de processus purement aléatoire. En principe, les chocs se produisent à un rythme exponentiel. Il est impossible de les prédire. Et quand ils se produisent, dπ de t va changer de 0 jusqu'à l'incrément de l'unité. Le dπ de t est donc de 1. Ensuite, nous réaliserons le gamma sigma z de t. À ce stade, nous aurons donc des chocs.
Ici, ce sera gamma sigma Z1. Et à ce stade, peut-être s'agit-il d'un choc négatif, gamma sigma Z2 de ceci est 0. Ce processus global entraîne donc un déplacement de la diffusion, vers le haut ou vers le bas, en fonction de ces valeurs. Ce modèle permet donc que l'arrivée de ces processus soit aléatoire selon la distribution de Poisson, et que l'ampleur des chocs soit également aléatoire. Comme le modèle du mouvement brownien géométrique, ce processus a en quelque sorte des incréments indépendants, ce qui facilite l'estimation. Il est possible d'estimer ce modèle par maximum de vraisemblance, mais cela devient délicat dans la mesure où, fondamentalement, sur différents incréments de temps, le changement dans le 38 processus correspond à l'incrément de diffusion, plus la somme des sauts qui se sont produits au cours de ce même incrément. 39. Le modèle est donc en fin de compte un mélange de Poisson de distribution gaussienne. Afin d'évaluer ce modèle, les fonctions génératrices de moments des propriétés du modèle peuvent être calculées assez directement. Nous pouvons ainsi comprendre comment les moments du processus varient en fonction des différents paramètres du modèle. La fonction de vraisemblance est un produit de somme de Poisson. Il existe une forme fermée pour l'algorithme M, qui peut être utilisé pour mettre en œuvre l'estimation des paramètres inconnus. Et si vous pensez à l'observation d'un processus de diffusion par saut de Poisson, si vous savez où les sauts se produisent et combien il y en a par incrément dans vos données, alors l'estimation du maximum de vraisemblance serait très simple. Et parce qu'il s'agit en quelque sorte d'une séparation entre l'estimation des paramètres gaussiens et celle des paramètres de Poisson. Lorsque vous n'avez pas observé ces valeurs, vous devez utiliser des méthodes adaptées aux données manquantes. L'algorithme M est un algorithme très célèbre développé par les gens de Harvard, Rubin, Laird et Dempster, qui traite essentiellement le problème si celui-ci est beaucoup plus simple, si vous pouvez supposer qu'il existe des variables non observées que vous observeriez, alors vous élargissez en quelque sorte le problème pour inclure vos données observées, plus les données manquantes, dans ce cas où les sauts se sont produits. On procède ensuite à des anticipations conditionnelles pour estimer ces sauts. Et en supposant que ces sauts se produisent à ces fréquences, on estime les paramètres sous-jacents. L'algorithme M est donc très puissant et a de nombreuses applications dans toutes sortes de modèles différents. Je mettrai sur le site web un article que j'ai écrit avec David Packard et son étudiant, Inaudible, qui présente la méthodologie du maximum de vraisemblance pour cela. Mais en regardant cela, vous pouvez voir comment, avec un modèle étendu, la méthode du maximum de vraisemblance est mise en œuvre et je pense qu'il est utile de le voir. Je pense que c'est utile à voir. 40. Passons maintenant au modèle ARCH. Et d'accord. À titre de motivation, le modèle 41. Le modèle du mouvement brownien géométrique et le modèle de diffusion par saut de Poisson sont des modèles qui supposent que la volatilité dans le temps est essentiellement stationnaire. Et avec les incréments indépendants de ces processus, la volatilité sur différents incréments est essentiellement la même. Les modèles ARCH ont donc été introduits pour tenir compte de la possibilité d'une dépendance temporelle de la volatilité. Voyons voir. Voyons voir. Je vais y aller. D'accord. À la toute fin, je donnerai un exemple qui devrait montrer cette dépendance temporelle avec nos taux de change euro-dollar. La configuration de ce modèle est la suivante, nous examinons le logarithme des prix relatifs IT et nous modélisons les résidus pour qu'ils ne soient pas d'une volatilité constante, mais qu'ils soient des multiples d'une sorte de bruit blanc de moyenne 0 et de variance 1, où sigma t est donné par cette fonction ARCH,
qui dit que la volatilité à une période t donnée est une moyenne pondérée du carré des résidus sur les p derniers retards. Ainsi, s'il y a un résidu important, il pourrait persister et faire en sorte que l'observation suivante ait une variance importante. Cela permet donc de tenir compte d'une certaine dépendance temporelle. Ce modèle présente des contraintes de paramètres, ce qui ne est jamais très agréable lorsque l'on ajuste des modèles. Dans ce cas, les paramètres α1 à αp doivent tous être positifs. Et pourquoi doivent-ils être positifs? Audience, inaudible. Professeur, c'est vrai. La variance est positive. Si l'un de ces elfes était négatif, il serait possible d'obtenir une volatilité négative dans le cadre de ce modèle, ce qui n'est pas le cas. Par conséquent, si nous estimons ce modèle, nous devons l'estimer avec la contrainte que toutes les valeurs de ces paramètres ne soient pas négatives. Cela complique donc un peu l'estimation. Pour comprendre le fonctionnement de ce processus, on peut voir comment le modèle ARCH implique un modèle autorégressif pour le carré des résidus, ce qui 42 s'avère utile. La ligne du haut représente donc le modèle ARCH qui dit que la variance du rendement de la période T est cette moyenne pondérée des résidus passés. Et 43. Ensuite, si nous ajoutons simplement une nouvelle variable UT, qui est notre résidu au carré moins sa variance, aux deux côtés, nous obtenons la ligne suivante, qui dit que epsilon t au carré suit une autorégression sur lui-même, la valeur UT étant la perturbation dans cette autorégression. Maintenant, UT, qui est epsilon t au carré moins sigma t au carré, quelle est sa moyenne? La moyenne est de 0. Il s'agit donc presque d'un bruit blanc. Mais sa variance va peut-être changer avec le temps. Il ne s'agit donc pas d'un bruit blanc standard, mais son espérance est de 0. Il s'agit également de l'indépendance conditionnelle, mais il existe une certaine variabilité possible. Mais ce que cela implique, c'est qu'il existe fondamentalement un modèle autorégressif dans lequel nous avons simplement des variances variables dans le temps dans le processus sous-jacent. De ce fait, on peut rapidement évaluer s'il existe une structure ARCH dans les données en ajustant simplement un modèle autorégressif au carré des résidus. Et en testant si cette régression est significative ou non. Il s'agit formellement d'un test du multiplicateur de Lagrange. Certains des articles originaux de Engel procèdent à cette analyse. Et la statistique de test s'avère être simplement le multiple du carré de R pour cet ajustement de régression. Sous l'hypothèse nulle, par exemple, qu'il n'y a pas de structure ARCH, ce modèle de régression ne devrait pas avoir de prévisibilité. Ce modèle ARCH dans les résidus, s'il n'y a pas de dépendance temporelle dans ces résidus, est la preuve qu'il n'y a pas de structure ARCH. Ainsi, sous l'hypothèse nulle d'absence de structure ARCH, la statistique R au carré devrait être faible. Il s'avère qu'en quelque sorte n fois la statistique R au carré avec P variable est asymptotiquement une distribution qui carré avec P degrés de liberté. C'est donc là que cette statistique de test entre en jeu. Lors de la mise en œuvre, nous avons appliqué essentiellement les moindres carrés à la régression externe pour mettre en œuvre ce test du multiplicateur de Lagrange, mais nous avons supposé, enfin, nous ne supposons pas, nous supposons implicitement les hypothèses de Gauss-Markov lors de l'ajustement. Cela correspond à la notion d'estimation de quasi-maximum de vraisemblance pour les paramètres inconnus. Et le 44. Quasi-maximum de vraisemblance. 45. Sont largement utilisés dans certains modèles de volatilité stochastique.
Il s'agit donc essentiellement de situations dans lesquelles vous utilisez l'approximation normale ou l'approximation de second ordre pour obtenir vos estimations, et celles-ci s'avèrent cohérentes et convenables. Nous sommes d'accord. Passons à l'estimation du maximum de vraisemblance. L'estimation du maximum de VRAISEMBLANCE implique essentiellement, la partie la plus difficile est de définir la fonction de vraisemblance, qui est la densité des données compte tenu des paramètres inconnus. Dans ce cas, les données sont conditionnellement indépendantes. La densité conjointe est le produit de la densité de YT compte tenu de l'information AT-1. La densité de probabilité conjointe est donc la densité à chaque point dans le temps, conditionnellement au passé, puis la densité multipliée par la densité du point dans le temps suivant, conditionnellement au passé. Il s'agit là de variables aléatoires normales. Ce sont donc les PDF normales qui entrent en jeu ici. Ce que nous voulons faire, c'est maximiser cette fonction de vraisemblance sous réserve de ces contraintes. Nous avons déjà expliqué que les alphas doivent être supérieurs à 0, et il s'avère que la somme des alphas doit également être inférieure à 1. Que se passerait-il si la somme des alphas n'était pas inférieure à 1? Audience, inaudible. Professeur, c'est exact. Le processus peut alors commencer à diverger. Ces autorégressions peuvent exploser. Voyons ce qu'il en est. Voyons ce qu'il en est. En fait, nous allons maintenant aborder les modèles Garch. Nous allons ensuite aborder les modèles Garch. Voyons ce qu'il en est. Permettez-moi de revenir en arrière une seconde. D'accord. C'est très bien. Ok. Dans les quelques minutes qui me restent, permettez-moi de vous présenter les modèles Garch. Le modèle Garch est essentiellement une série de valeurs passées des volatilités au carré, c'est-à-dire la somme Q des volatilités au carré passées pour l'équation de la volatilité sigma T au carré. 46. Il se peut donc que les modèles ARC et H d'ordre très élevé soient en fait importants. Ou que les termes ARC et H d'ordre très élevé s'avèrent significatifs lorsque l'on ajuste des modèles ARC et H. Il se pourrait qu'une grande partie de ce besoin soit expliquée par l'ajout de ces termes Garch. Considérons donc un modèle Garch simple dans lequel nous n'avons qu'un terme ARC et H de premier ordre et un terme Garch de premier ordre. Nous disons donc qu'il s'agit d'une moyenne pondérée de la volatilité précédente, le nouveau résidu au carré. Il s'agit d'une représentation très parcimonieuse qui finit par s'adapter assez bien aux données. Il existe diverses propriétés de ce modèle Garch que nous étudierons la prochaine fois, mais je voudrais terminer ce cours en vous montrant les ajustements des modèles ARC et H et de ce modèle Garch au processus du taux de change euro-dollar. Voyons donc cela ici. Nous allons donc l'examiner ici. D'accord. Pour le taux de change euro-dollar, le graphique montre la fonction d'autocorrélation et la fonction d'autocorrélation partielle des rendements au carré. Existe-t-il une dépendance dans ces volatilités quotidiennes? Ces lignes bleues correspondent à plus ou moins deux écarts types du coefficient de corrélation. En fait, nous avons des autocorrélations très significatives et des autocorrélations partielles très significatives, ce qui suggère, si vous êtes familier avec les processus ARMA, que vous auriez besoin d'un processus ARMA d'ordre très élevé pour ajuster ces résidus au carré. Mais cela montre que les outils statistiques permettent d'identifier assez rapidement cette dépendance temporelle. Voici un graphique du modèle ARC et H d'ordre 1 et du modèle ARC et H d'ordre 2. Sur chacun d'entre eux, j'ai tracé une ligne continue à l'endroit où se trouverait le modèle à variance constante. Le modèle ARC et H indique donc qu'il existe une grande variabilité autour de cette moyenne constante.
Et une propriété, je suppose, de ces modèles ARC et H est qu'ils ont tous eu une sorte de valeur minimale pour la volatilité qu'ils estiment. Si vous regardez la fonction ARCH, l'alpha 0, qui est maintenant le terme constant, est en fait la valeur minimale, ce qu'il peut être. Il y a donc une sorte de contrainte sur la valeur inférieure. 47. Voici ensuite un ajustement ARC et H10 qui ne semble pas avoir une limite inférieure aussi uniforme, mais on pourrait continuer à utiliser des termes ARC et H d'ordre supérieur. 48. Mais on peut aussi se contenter d'un modèle Garch, 1, 1. Et voici à quoi cela ressemble. En fait, la volatilité variable dans le temps de ce processus est très bien capturée par ce modèle Garch à 2 paramètres par rapport à un modèle autorégressif d'ordre élevé. Cela met en évidence les problèmes liés à la décomposition de Wald, où un modèle autorégressif d'ordre potentiellement infini s'adaptera efficacement à la plupart des séries temporelles. C'est bon à savoir, mais il est bon d'avoir une manière parcimonieuse de définir cette collection infinie de paramètres et, avec le modèle Garch, quelques paramètres suffisent. Enfin, voici un tracé simultané de toutes ces estimations de volatilité sur le même graphique. On peut ainsi voir la flexibilité accrue des modèles Garch par rapport aux modèles ARC et H pour capturer la volatilité variable dans le temps. Voilà, c'est bon. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Voyons maintenant ce qu'il en est. Mardi prochain, Morgan Stanley fera une présentation. Et c'est aujourd'hui le dernier jour pour s'inscrire à une excursion.